Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce 4 mars 2026 et vous y êtes d'autant mieux que je reçois quelqu'un de très important pour moi parce que Jean-Paul Brigelli est un expert sur une thématique qui est l'enjeu essentiel de notre avenir, de cette République, qui est l'école de la République. Jean-Paul Brigelli est un enseignant, c'est un prof à l'ancienne, c'est un prof qui porte des valeurs, j'allais dire même des principes républicain dans sa façon d'enseigner. Il est donc habilité à donner son avis aujourd'hui sur ce qui est arrivé et sur ce qui arrive, puisqu'il est l'auteur de La Fabrique du crétin, qui fut un chef-d'œuvre vers l'apocalypse scolaire aux éditions L'Archipel. On va voir aujourd'hui si cet apocalypse se porte bien. Et puis il avait ensuite écrit L'école sous emprise. On devine par ce titre ce qu'il voulait supposer. Jean-Paul Brigelli, vous regardez aujourd'hui, vous habitez la région marseillaise, vous avez enseigné dans des lycées marseillais, vous êtes un homme de terrain, vous êtes un enseignant de terrain, vous êtes, je peux le dire, vous êtes pédagogue en plus, c'est-à-dire que vous savez transmettre, vous savez expliquer, et je disais, vous êtes surtout un observateur, vous êtes un homme qui a des valeurs politiques précises, patriote et citoyen, je le disais. Votre inquiétude de l'époque, l'année où vous avez écrit La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire, vous êtes plutôt rassuré ou vous êtes encore plus inquiet que ce que vous étiez à l'époque ? Vous savez, je souffre en ce moment de ce qu'on appelle le complexe de Cassandre. Oui, je vois très bien ce que c'est. Oui. J'ai dit ce qui allait se passer et personne ne m'a cru. Et le cheval de Troie est tenté dans Troie et la ville est en l'air. Disons qu'on vous a pas cru à ce point-là. Vous n'étiez pas le seul à dire que ça allait mal. J'étais pas le seul. Alors, La Fabrique du crétin, ça s'est passé en 2 époques. C'est comme les Trois Mousquetaires, vous savez. Rappelez-nous l'année. Alors, le premier, c'était 2005. 2005, vous vous rendez compte ? 2005. Il y a 20 ans. 2005, il y a 20 ans, et des poussières d'ailleurs. C'était sous-titré La mort programmée de l'école. Puis j'ai repris le titre avec un autre sous-titre qui était effectivement vers l'apocalypse scolaire. Parce que l'apocalypse, on y est, non seulement à l'école, mais d'ailleurs de façon générale. Ça sera le sujet de mon prochain livre. Mais il y a alors, en 2005, lorsque j'ai sorti ce livre, en même temps, il y a une femme que vous connaissez sans doute qui s'appelle Natacha Polony. Natacha Polony, oui. Voilà, le nom ne m'échappait, qui avait sorti un bouquin qui s'appelait Nos enfants gâchés. Et je me rappelle une conversation que nous avons eue une dizaine d'années plus tard, où elle m'a dit « Nous avons perdu ». Parce qu'effectivement, nous nous battions pour une école républicaine et qui maintienne les valeurs et la culture de la République. Et sous prétexte de démocratie, sous prétexte de nivellement par le bas, sous prétexte d'accueil de tous les autres, etc., cette école s'est dissoute, mais totalement dissoute. Il faut voir une chose, c'est que ma génération, en gros celle du baby-boom, n'est plus devant les élèves. J'étais né en 53, j'ai pris ma retraite il y a 5 ans, j'ai enseigné pendant 45 ans sans discontinuer. C'est fini. Ceux qui sont devant les élèves, c'est au minimum, la génération qui est née dans les années 80. Oui. Alors, il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais fait un article dans Causeur qui s'appelait Génération Ratus. Ratus, Perico Legaz, ça vous dit rien. C'était le manuel d'apprentissage de la lecture fait par l'édition Hatier à partir de 1991, juste après la réforme Jospin, qui a marqué l'entrée dans l'apocalypse. Vous savez, j'allais vous demander, vous situez où la césure? Alors, vous dites que c'est la vraie le ministère césure, de Jospin. Le moment où ça a été très difficile de remonter, c'est la loi Jospin, juillet 1989, facile à se rappeler, c'était le bicentenaire de la Révolution et l'éclatement de la République, au fond. Et c'est là qu'il a décidé que l'élève était acteur de son propre savoir et qu'on a inventé ce qu'on appelle le constructivisme. L'élève construit son propre savoir. Il n'a pas besoin de le demander au maître, il le construit par lui-même, il a la science infuse. Doctrine qui nous vient d'où ? Au départ, des États-Unis quand même un petit peu. Alors un tout petit peu des États-Unis dans les années 50, mais qui a été transmise en France de façon massive par Philippe Mérieux. Voilà. Donc le duo Mérieux-Jospin
Ensuite, on va avoir Mérieux, qui était un conseiller direct de Jospin. C'est à Jospin qu'il a imposé finalement l'idée des IUFM, devenus les SP, devenus INSPE. Les IUFM qui sont les écoles, l'école normale de formation des profs qui devient les IUFM. C'est là où vous dites qu'on commence à déconstruire. Alors, on a commencé à déconstruire sérieusement. Donc, il faut bien vous mettre en tête que les enseignants que vous avez face à vos enfants qui ont moins de 40 ans appartiennent à cette génération Ratus qui a été formée en méthode globale. Je dirais formatée. Qui a été formée par ce que on appelle l'enseignement de l'ignorance. Je suis pas le seul à m'être battu. Nous sommes un certain nombre à nous être colletés avec les minables qui opéraient au nom de la pédagogie et de la didactique et de toutes sortes de belles sciences. Donc les pédagogues, c'est là que ça commence vraiment. Les pédagogues, c'est là qu'ils s'imposent. C'est là qu'ils s'imposent et qu'ils vont se partager les postes. C'est-à-dire que tout l'état profond de l'éducation nationale est contaminé par le pédagogisme. Alors qu'est-ce qu'on sape ? Qu'est-ce que le pédagogisme sape dans les fondements institutionnels de l'école de la République, celle qui a fait les gloires de la France et la grandeur de ce pays ? Quels sont les premiers méfaits que le pédagogisme impose à l'éducation nationale ? Ce qu'il a détruit, c'est la transmission. La transmission, figurez-vous, c'est vertical. C'est-à-dire qu'il y a un maître et puis il y a un élève. C'est fini. La relation doit maintenant être horizontale et le maître a autant à apprendre de l'élève que l'élève du maître. On connaît cette phrase célèbre. Moyennant quoi, on a incité les maîtres à cesser, par exemple, de s'intéresser à la littérature classique et à s'intéresser à la littérature moderne, de façon à ce que ça dise quelque chose aux enfants. Alors, c'est une anecdote personnelle, j'étais au lycée de Corbeil-Essonnes, un lycée qui était particulièrement dur, au Tarteret, etc. J'ai eu des élèves qui, l'année d'avant, avaient tué leur prof de français. C'est pas une métaphore, elle était morte. Voilà, c'était pendu. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il dit, elle nous faisait étudier des textes tirés de Libé, monsieur. Et sur la banlieue. Et on n'en avait rien à faire de la banlieue. Ils m'ont dit ça au moment où moi je les faisais travailler sur Mallarmé. Bien sûr. Qui vous est cher. Oui, bien sûr. Et ils m'ont dit, mais on vient pas ici pour apprendre comment on vit dans nos HLM pourris. On vient ici pour apprendre autre chose. On vient ici pour rêver. On vient ici pour apprendre. C'était eux qui étaient dans le bon sens. C'était eux et c'était elles qui déviaient. Oui. On était en 92, un truc comme ça. C'est terminé. C'est terminé. Je veux dire, la génération alpha qui est devant les maîtres actuellement est une génération qui est imbue d'elle-même, qui est d'une prétention absolue et qui ne sait absolument rien. Donc il serait ravi d'avoir des textes de Libé ça, tout à fait. D'ailleurs, il serait ravi. Il pense qu'il pourrait les écrire. Ah oui, d'accord, voilà. Carrément. D'ailleurs, vu le niveau de certains stagiaires dans un certain nombre de rédactions... Alors, c'est important ce que vous dites. Non seulement il y a de l'ignorance, mais il y a de l'arrogance. Et ça va. Et plus il y a d'ignorance... Ça va de pair. Je me rappelle une métaphore que j'utilisais en classe. J'avais des grands tableaux blancs, vous savez. Je faisais un point. Je disais, ça, c'est ce que vous savez. Puis je faisais un gigantesque cercle. Je dis, ça, c'est ce que je sais. Le reste, c'est ce que nous ignorons. Et vous savez bien que votre contact avec l'ignorance est très faible. Donc vous avez l'impression de tout savoir. Oui. Moi, mon contact avec l'ignorance est gigantesque. Total. Donc j'ai l'impression de ne rien savoir, de devoir apprendre constamment. Ah voilà. oui. C'est fini, ça. Vous posez des jalons tout à fait paradoxaux. C'est fini. C'est-à-dire que on les conforte dans l'idée qu'ils savent. Qui savent déjà, qui naissent sachant. Ils naissent sachant. Je vous rappelle que les parents, d'ailleurs, auront une part de responsabilité lorsqu'ils affirment que leurs enfants sont des HPI, etc. Alors, on va être clair, Péricole Gas. Des élèves géniaux, en 45 ans, j'en ai rencontré 2. Mais vraiment très bon, vraiment remarquable. Et ça a été confirmé par la suite de leur parcours. Voilà, ils ont l'un et l'autre réussi Polytechnique à 16 ans. En effet. Bon, après, on perd de vue. 2. En revanche, des petits prétentieux, à l'appel, et surtout au fur et à mesure que le temps passait, de plus en plus à l'appel.
Alors j'ai enseigné les 10 dernières années en classe préparatoire. Théoriquement, c'est la crème de la crème. Mais je me rappelle, la première disserte que j'ai corrigée, il y en a un qui avait écrit « Il les plante » avec un S à plante, puisqu'il y avait les devant. Et oui, c'est logique. En c'est hypocagne. le pluriel. Vous voyez, voilà. Oh la vache. Et parlant de ça à un inspecteur, un jour, il m'a dit « Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il a eu le sens du pluriel. » D'accord. Voilà. Bon. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas pendu cet inspecteur séance tenante? Je me le demande encore, mais c'est tout ce qu'il méritait. Toute l'éducation nationale est infiltrée d'incapables, d'ignorants et de prétentieux. Bon, nous sommes sur le bon ton. Jean-Paul Brigelli. Je reçois Jean-Paul Brigelli, qui fut l'auteur de La Fabrique du Crétin. Il a écrit depuis d'autres livres et il a pris d'autres positions, notamment à Causeur, qui est la publication dirigée par Elisabeth Lévy, que nous entendons très souvent dans la matinale. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous voyez le ton qui a été donné par Jean-Paul Brigelli. Ce n'est pas un homme rassuré. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous rassurer. Peut-être nous donnera-t-il quelques clés s'il reste encore un sursaut pour sauver cette école de la République sur laquelle la France n'est rien et à laquelle elle doit tout. Appelez-nous donc au 0826 300 300. Vous êtes certainement ancien enseignant ou enseignant en activité. Vous êtes professeur des écoles, vous êtes ancien instituteur du temps des hussards noirs. En tout cas, vous avez un mot à dire parce que vous avez des enfants ou de la famille qui sont concernés. On attend votre appel et votre avis et Jean-Paul Brigelli vous répondra avec ces mots sans prendre, j'allais dire, la moindre prudence ni la moindre mesure. Il a des choses à dire, il a envie de les dire aujourd'hui sur nous. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Jean-Paul Brigelli avec lequel nous faisons un tableau apocalyptique puisqu'il avait dit dans son livre La Fabrique du Crétin vers l'apocalypse scolaire, selon lui nous y sommes et on n'a pas forcément besoin de lui pour savoir que nous y sommes, sauf qu'il nous donne aujourd'hui des détails et des éléments qui sont totalement terrifiants. Il a une compagne qui est également enseignante, qui elle est encore sur le terrain. Jean-Paul Brigelli a pris sa retraite et qui confirme. Et Jean-Paul Brigelli, ce qui vous fait le plus mal, c'est non seulement la désagrégation de cette merveilleuse machine qui était l'école de la République, la lâcheté de la classe politique, l'influence d'idéologies nocives. Et là, vous dites, on est en train de payer l'effondrement du niveau culturel scolaire. C'est-à-dire que même les enseignants, les élèves sont nuls, mais les enseignants qui sortent de cette formation des IUFM des années 90 sont aujourd'hui le fruit de cette dérive et c'est la qualité de l'enseignement lui-même qui devient catastrophique. On leur a fait croire que, en ayant appris, soi-disant, à enseigner, cela pouvait combler tous les trous qu'ils avaient au niveau culturel. C'est ça. Aller sur les sites, style Néoprof, etc., de profs nouvellement nommés, et ils se targuent fort d'avoir des ignorances absolues. Ils n'ont jamais lu ni Balzac, ni Zola, ni personne d'ailleurs. Ils sont incultes dans tout. Ils sont incultes et... En un sens, c'est l'idée, vous savez, de la même façon qu'il y a eu un imbécile en 1793 qui avait dit « la République n'a pas besoin de savants », ça avait amené Lavoisier à l'échafaud. Là, actuellement, c'est l'enseignement n'a pas besoin de sachants. C'est un tort parce que je vous le dis, c'est 45 ans d'expérience, on fait cours avec du savoir. Et ce que les élèves ou étudiants viennent chercher, c'est du savoir. Pas du blablabla sur les derniers développements et savoir qui d'Israël ou du Hamas a raison. Ce qui est devenu l'université, voir les développements à Sciences Po, à Lyon et ailleurs. C'est-à-dire que vous dites non seulement il y a un effondrement du niveau culturel et même éducatif, mais en plus du coup cet affaiblissement permet à d'autres éléments idéologiques ou doctrinaires de rentrer dans le milieu d'école, dans le milieu du savoir. Tout à fait au départ, il faut revenir tout à fait au début de la République. L'école laïque, Jules Ferry, se construit contre l'école confessionnelle. 1880, par là à peu près, oui. Donc, qu'est-ce qu'on met à la place de la transcendance qui était offerte dans les écoles religieuses? On met la laïcité, on met la République. À l'époque, on prépare 14-18, voilà, oui, on le sait. On est dans la revanche. Et actuellement, qu'est-ce qu'on met? On met rien. On met rien. Comprenez bien que la pédagogie en soi, c'est pas une transcendance. Non. Donc, ils vont aller chercher des transcendances ailleurs. Soit ils vont le chercher dans des fanatismes religieux à droite et à gauche. Je rappelle que c'est un truc qui est absolument terrifiant. Les jeunes religieux sont beaucoup plus extrémistes
que leurs aînés. On l'a vu. Et que leurs parents, d'ailleurs. On l'a vu. Je rappelle, c'est chez les jeunes qu'on rencontre un nombre sidérant, à 20 ou 25%, de platistes. Oui, de platistes. Persuadés que, puisqu'on voit la ligne d'horizon plate, c'est que la Terre est plate. Voilà. Ça fait du monde, 25%. Plus ceux qui considèrent que leur religion et les textes de leur livre de référence passent avant les lois de la République. Voilà. Et que d'ailleurs, il y avait dedans toutes les réponses à toutes les questions, puisque de toute façon, ça a beau avoir une date de rédaction, c'est incréé. Donc, c'est avant, pendant, après. Oui, donc c'est un côté etc. Jean-Paul Brigelli, nous avons un appel de Bayonne. C'est Frédéric qui nous appelle de Bayonne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Vous avez enseigné ou vous êtes touché par les questions scolaires ? Alors, effectivement, j'ai enseigné pendant 26 ans dans un lycée professionnel, donc les travaux paysagers, en fait. Oui. Je suis moi-même entrepreneur en travaux paysagers. Et donc, j'ai exercé cette double profession, on va dire, depuis ma création d'entreprise où mon ancien lycée m'avait demandé un petit peu au secours parce que j'avais passé un BTS de travaux paysagers. C'était à quel endroit ? Et c'était à Asparin. Asparin, au Pays Basque, donc. Voilà. Et donc en fait, c'est dans les années 90 que je suis rentré, au départ un petit peu pour prêter main forte un peu à des collègues sur l'enseignement des végétaux. Oui. Et après, on m'a demandé un petit peu de plus en plus de disponibilité, on va dire, et on m'a octroyé des heures supplémentaires. Donc j'étais dans un peu l'engrenage et j'osais pas refuser, et ça m'intéressait quand même d'enseigner à des élèves de BEP, puisqu'à l'époque c'était du BEP. Tout à fait. Et après, ils sont passés en bac pro, donc on a supprimé le BEP, là aussi au niveau des institutions, des ministères qui changent. Oui. Donc j'ai un peu assisté un petit peu à tout ce qui se dit, c'est-à-dire à chaque fois des référentiels qui changent au fil des ministères qui changent, des consignes différentes. Et effectivement, moi j'avais le problème que je me sentais pas dans la pédagogie. Alors c'est pour ça que j'ai rejoint votre interlocuteur de tout à l'heure. Jean-Paul Brigelli. Voilà, je me disais, c'est vrai que on aurait pu m'apprendre à apprendre. Donc moi, j'apprenais comme je savais. Je suis quand même quelqu'un de terrain à la base. Mais ça se passait très bien. Avec les problèmes aussi de l'éducation nationale. Là, on dépendait du ministère de l'Agriculture. Mais là, vous avez vu la dégradation concrètement. Vous l'avez vécu et subi ou non, cette régression ? Concrètement. C'est que j'ai enseigné pendant 26 ans. Il y a eu des changements de direction et un directeur qui me faisait confiance, j'étais même à l'époque responsable de classe, etc. Avec quand même quelques tensions de mes collègues, vous voyez ça d'un mauvais œil parce que j'avais mon entreprise, donc qui se disait je vais leur prendre des responsabilités, donc de l'argent. Oui. Ce n'était pas mon intérêt à la base. Et donc mon directeur me dit il faudrait que tu te contractualises parce que j'étais contractuel d'État à l'époque. Oui. Et donc entre-temps il y a eu des problèmes dans le lycée. Le directeur s'est fait un peu virer, on va dire. Oui. Et donc il avait fait ma demande pour ma contractualisation. Entre-temps, il y a une directrice qui a été mutée chez nous, qui n'avait pas forcément les compétences de la direction, et qui, en gros, m'a mis des bâtons dans les roues. De quel genre ? De quel genre ? C'est-à-dire qu'une direction doit préparer le professeur à l'inspection. Donc rien n'était préparé. On m'avait annoncé qu'il fallait faire les deux groupes comme d'habitude, des travaux pratiques. Mais sur le plan de l'enseignement, est-ce qu'il y a eu du changement sur la pédagogie que vous deviez appliquer ? Et sur le plan de l'enseignement, non, on me laissait, sauf que on cadenassait vraiment. Tout était vraiment. C'est là que le problème, donc le débat de ce jour, c'est-à-dire que on met des gens à la limite compétents qui savent travailler, mais on leur met de l'administration, c'est-à-dire vous avez plus de brouettes pour travailler,
il faut faire des devis pour acheter des brouettes. Vous devez acheter du gazole. En fait, vous n'avez pas les outils pour travailler et on vous impose de demander des devis, d'étudier la question et entre-temps, les élèves n'ont pas le matériel. On a compris, Frédéric. Je vais faire réagir Jean-Paul Brigelli dans quelques instants. Merci de nous avoir appelés, vous témoignez. Vous avez exercé pendant 26 ans sur le terrain et Jean-Paul Brigelli a évidemment un commentaire à faire sur ce qui vous est arrivé. Vous nous retrouvez dans quelques instants. Appelez-nous au 0826 300 300 comme Frédéric, d'où que vous soyez et qui que vous soyez, parce que vous êtes concerné par cette question de l'école qui s'effondre, peut-être directement ou personnellement. Et Jean-Paul Brigelli répondra à votre question au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Jean-Paul Brigelli pour un débat à la fois passionné et passionnant. C'est pas un débat, c'est un face-à-face, c'est un dialogue. L'auteur de La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. Le drame, c'est que 20 ans après, Jean-Paul Brigelli me dit, mais c'est encore pire que ce que je craignais. Et il est en train de nous décrypter pourquoi. Jean-Paul Brigelli, la situation, il s'agit bien de l'école de la République. Vous êtes en train de me dire que l'avenir de la France, aujourd'hui, et la société française, sont menacés de décomposition. Perico, où voyez-vous la République actuellement ? Qu'est-ce qu'il reste de République actuellement ? Dans certaines incantations, des professions de foi et un enfer pavé de bonnes intentions. Quelques nostalgiques de l'ère Seguin-Chevènement. Vous voyez, non, c'est fini la République. Sous prétexte de démocratie, et démocratie est un terme qu'il faudrait utiliser d'une façon très suspicieuse. Quelque sorte. Oui, vous l'avez dit abîmé. Mais la démocratie, ça a été fait pour une cité, Athènes, où il y avait à peu près 3000 votants. Voilà, à cette échelle-là, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas pour une France de 70 millions de Français. Pour revenir à l'école, vous connaissez la phrase de Condorcet, le suffrage universel mis à disposition d'un peuple inculte peut conduire à la dictature des imbéciles. C'est à peu près ça. On y est ou non ? On y est. On y est tout à fait. Je rappelle quand même que c'est au plus haut niveau. Si je prends seulement les ministres de l'éducation, sur les 10-15 dernières années. Bon, dictature des imbéciles. On a eu Najat Vallaud-Belkacem, on a eu Pape Ndiaye, on a eu Madame Oudéa Castéra, etc. L'actuel est comment, là ? L'actuel, c'est Monsieur Geffray. C'est un technocrate qui avait été mis là par Blanquer, etc., et qui confond l'obéissance technocratique avec l'innovation. Il n'est pas le seul. Et bien sûr qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais je parle de ministre en général. Il est sans intérêt, il parle en phrases creuses, il n'a aucun pouvoir. Le vrai pouvoir, ce serait de dire aux profs, bon, je vous augmente de 40%. Il faut remonter à quand, Jean-Paul Brigelli, pour trouver un bon ministre de l'Éducation nationale ? Alors, de mémoire d'homme et de mémoire de Brigelli. Darcos avait un petit peu essayé, mais il est parti au bout d'un an. Même Jean-Michel Blanquer sur le primaire a fait quelques avancées. Voilà, Blanquer a fait quelques avancées. Bayrou, certainement, avait essayé de faire quelque chose, mais le côté cogestion avec le SNES a limité un petit peu son action. Non, c'est un ministère dont personne ne veut. C'est le plus gros budget de l'État, mais personne n'en veut. Donc le mammouth de Claude Allègre est une réalité. Il faut dégraisser le mammouth, c'est une réalité. Il faut absolument, je pense... Là, c'est pas seulement dégraisser. Il faudrait que ce soit plus un ministère, il faudrait que ce soit confié à un certain nombre de professionnels qui s'en occuperaient au long terme. Je me rappelle Darcos me disant, quand on fait une réforme dans l'éducation, on voit les effets au bout de 15 ans. Et 15 ans, c'est pas le temps des politiques. Les politiques veulent des résultats à 3 mois, en quelque sorte. Alors, je vais vous rassurer, Jean-Paul Brigelli, parce que nous avons des statistiques disant que les Français vont confier leurs enfants, non plus au public, dont vous êtes en train de nous expliquer qu'il est en train de crever et de nous tuer, mais à l'école privée, à l'enseignement privé, où les choses se passeraient beaucoup mieux. Ça vous rassure ou pas du tout ? C'est un peu incantatoire, parce que il y a du très mauvais public, mais il y a quand même du bon public, et il y a du bon privé, mais il y a quand même du très mauvais privé. Oui, alors... Voilà. C'est-à-dire que c'est pas la ligne de fracture, c'est pas privé ou public, c'est
dis-moi comment tu enseignes, dis-moi ce que tu enseignes, et je te dirai ce que tu vaux. Sauf qu'on peut considérer que le privé a peut-être résisté un petit peu plus au nom des valeurs qui sont les vôtres sur l'éducation nationale. Pas tant que ça, parce qu'ils appliquent les programmes. Ah, mais ensuite, mais papa, tout le privé qui est sous contrat applique les programmes. Jean-Paul Brigelli, il y a un déferlement d'appels. Je ne sais pas si vous avez suscité de la colère ou au contraire vous rassurez ceux qui avaient un doute sur l'avenir de l'école. Nous sommes en ligne avec Laetitia qui nous appelle de Compiègne. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc oui, je vous appelle de Compiègne. J'enseigne dans un établissement privé sous contrat. Oui. Et je fais le même constat que Monsieur Brigelli. Ouf, j'allais me dire que vous alliez l'engueuler. Non, parce que c'est ce qu'il vient de dire en fait. Nous respectons les programmes et forcément, nous respectons aussi tout ce qui nous vient du ministère. Il y a quand même une baisse du niveau. Et nos élèves, on a de plus en plus d'élèves, par exemple, qui ont, tout à l'heure, ils parlaient des HPI, des 10, voilà. Vous êtes en poste depuis combien de temps, Laetitia ? Une quinzaine d'années. Donc vous avez senti l'effondrement de façon très concrète ou non ? Vous l'avez vécu ? Oui. Moi, je le ressens d'année en année même. D'année en année, d'une année sur l'autre, diantre. Et en fait, j'ai eu la chance, je suis quand même, je suis née en 70, donc j'ai eu la Très bon chance millésime. d'avoir une formation, je dirais, correcte et d'avoir d'excellents professeurs au lycée et à l'université. Mais votre premier poste, vous vous souvenez de votre premier poste ? Mon premier poste, c'était dans le privé. Oui. En enseignement général, oui. Oui, en lettres. Bon. Mais voilà. Et je constate effectivement en 15 ans que là, il y a une chute. Vous avez une explication ? Vous avez une explication personnelle ? Les injonctions permanentes sur justement le fait de ne plus transmettre. Moi, j'ai fait ma formation pour le concours tard. Et j'ai entendu clairement, on nous a dit l'essentiel, ce n'est pas de transmettre des connaissances, c'est vous êtes là pour faire des activités avec vos élèves qui co-construisent le cours avec vous. Eh ben, Jean-Paul Brigelli, ça, c'est pas que ça vous rassure. Vous voyez, à Compiègne, Laetitia vous confirme qu'elle a vécu cette situation aussi. C'est général ou non ? C'est général. Ça fait général. Ce sont des consignes générales. Il faut bien imaginer que ce que j'appelais la technostructure a envahi tout le domaine décisionnel et ce que l'on impose aux enseignants qui, malheureusement, quand ils ne sont pas bons, bondissent là-dessus en se disant finalement j'ai qu'à mettre les tables par carré et puis passer d'un groupe à l'autre et puis les sortir une fois de temps en temps, etc. Vous savez, la sortie scolaire est devenue un must là actuellement. Oui. Ça permet de pas être vraiment devant les élèves. La relation face à face est terminée. Elle est d'ailleurs honnie. Faites-vous inspecter sérieusement en faisant un cours classique, vous allez vous faire assommer par l'inspecteur qui vous dira que c'est trop vertical. Mais qui sont, pour utiliser une expression chère à mon ami André Berkoff, qui sont les rachitiques du bulbe qui ont pu ainsi, j'allais dire, massacrer l'éducation nationale ? C'est des directives politiques, c'est des programmes qui ont été conçus par des spécialistes ? Oui, mais ils se sont cooptés les uns les autres. Vous savez, il y a un truc assez curieux, c'est que parmi les tenants de l'enseignement républicain, les tenants de l'élitisme républicain, il y a dedans des gens tout à fait remarquables qui se tirent dessus en permanence parce que justement ils mettent en jeu des différences minimes. De l'autre côté, il y a une bande de minables extraordinaires qui se cooptent et qui s'épaulent sérieusement parce qu'ils savent qu'ils sont pas bons. Mais en gros, ils ont un effet de meute en quelque sorte. Et il y a quelques inspecteurs qui sont tout à fait décents, on en a connu, vous et moi, mais ce qu'il faut voir, c'est, je me rappelle un enseignant il n'y a pas très longtemps qui était inspecté dans l'Académie de Versailles, et son cours se passe très bien, et l'inspecteur lui dit « ça va pas du tout, parce que les élèves se taisaient. Il faut qu'il y ait dans la classe un perpétuel
papotis. Le papotis, c'est l'enfant adultérin du papotage et du gribouillis. Vous voyez, ça, c'est un inspecteur qui préconisait ça. Il faut que ça bourdonne, parce que le bourdonnement est créatif. Non, le bourdonnement empêche de se concentrer sur ce que l'on voudrait écouter. Et je le dis à tous les parents qui nous écoutent. Je prenais 2 points de colle quand je bourdonnais. Ce soir, quand vos enfants rentreront de l'école, demandez-leur « Qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui ?» Et puis vous verrez les réponses. Et 9 fois sur 10, les gosses vous regardent les grands yeux en disant « Rien. » Oui. Rien. Et ils savent pas non plus ce qu'ils ont eu dans leur assiette. Ils ont dit que c'était mou et blanc, donc ils savent pas si c'est du veau ou du poisson. Donc on est bien d'accord. Hein, Laetitia, vous voyez que voilà, il va pas vous rassurer. Je confirme. Mais il y a aussi l'enseignement du latin, par exemple, qui est largement en perte de vitesse et qui va dans le sens de l'abaissement du niveau. Hein. Vous êtes suicidaire, Laetitia, de nous parler de l'enseignement du latin aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet. Non, mais bravo. C'est vrai. Ce sont des ordres qui ont été donnés à l'époque de Volk-Belkacem. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas, par exemple, on ne peut plus faire. Moi, en classe, j'ai fait du latin et du grec quand j'étais élève. Oui. Bon, on ne peut plus faire les deux. C'est l'un ou l'autre. C'est ça. Et encore, c'est même plus du latin, c'est de la civilisation latine. Là-dedans, si vous voulez, la maîtrise des déclinaisons, elle passe à l'as, véritablement. Alors on leur raconte Spartacus en long, en large et en travers, parce qu'il y a une série télévisée qui portera dessus, mais savoir véritablement pourquoi le verbe se met à la fin dans la phrase latine, ça, dans un autre rêve. Eh bien, écoutez, on peut toujours rêver. Laetitia, vous continuez à exercer quand même avec conviction. Oui. Et puis, je suis là pour mes élèves, pour justement transmettre des connaissances et voilà, aussi bien en français qu'en latin. Vous enseignez à Compiègne ? Oui. Bon, eh ben, on saura qu'il y a encore un établissement en République française qui garde des valeurs de... Merci pour vos témoignages, Laetitia. Merci infiniment. Merci beaucoup. Jean-Paul Brigali, je pense que vous avez quand même des enseignants, des anciens collègues qui viennent vous voir en disant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on devient. Le problème, c'est que mes anciens collègues, 9 fois sur 10, sont à la retraite également. Et ils se sont reconvertis dans l'horticulture parce que la pédagogie leur sort par les yeux. Véritablement, ce qu'on leur a fait faire ces 20-30 dernières années, c'est terrifiant. C'était de l'ordre du harakiri permanent, en quelque sorte. C'est-à-dire que on a été recruté dans des concours qui sont pas forcément faciles en fonction de connaissances précises. Vous savez, se taper un programme d'agrégation, c'est pas absolument évident. Bon, et à l'arrivée, on leur dit, mais surtout, oubliez tout ce que vous avez appris. Allez vers les élèves, écoutez-les. Il y a eu alors ça date d'il y a très longtemps, c'était sous De Gaulle qu'une commission a décidé que c'était la langue de la rue qu'il fallait apprendre aux élèves et non plus la langue des grands écrivains. Jean-Paul Brigali, nous sommes en ligne avec Eva. Eva, je vous prends dans quelques instants. Voilà, le temps d'une pause. Appelez-nous au 0826 300 300 comme on fait. Eva, Laetitia et Frédéric. Jean-Paul Brigali est là. Je vais pas dire qu'il est chaud bouillant, mais il est quand même remonté comme une mécanique contre ce qu'on est en train de faire de l'école sacrée, l'école de la République. Et apportez-nous votre témoignage et votre humeur. Ici, c'est le Parlons Vrai et on accepte toutes les considérations. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Jean-Paul Brigali qui est aujourd'hui dans le chagrin et en même temps la combativité, témoin exceptionnel de la dégradation, de l'effondrement de notre éducation nationale, auteur de La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. Jean-Paul Brigali, je vais pas vous laisser repartir sans un mot d'espoir. Je sais que vous n'allez pas me le trouver. Pourtant, on s'adresse aux parents qui sont là avec des enfants. Vous nous inquiétez. Ils le constatent. Ils n'ont pas besoin de vous pour savoir qu'il y a un effondrement du niveau par rapport à ce qu'ils ont connu. Alors, c'est les grands-parents. Je vous raconte pas ce qu'ils disent du niveau des petits enfants. Est-ce qu'il y a quand même, sans dire que ça va tout de suite s'arranger, quelles sont les voies et les pistes qu'un gouvernement responsable
responsable, avec une vraie prise de conscience, parce que vous avez rencontré des On est dans la fiction là, Perico. Non, responsable. Est-ce que si les citoyens français mettent au sommet de la République des gens qui veulent s'en sortir, quelles seraient les pistes immédiates que vous imaginez qu'on vous donne tout de suite le ministère de l'Éducation nationale avec les pleins pouvoirs pendant 3 ans, on vous fout la paix. Quelle est la première mesure que vous prendriez pour essayer d'inverser le cauchemar? Alors je vais me faire des amis là. Oui. La fin de la liberté pédagogique. C'est-à-dire que sous prétexte de liberté pédagogique, vous avez un nombre incroyable d'enseignants qui font tout et n'importe quoi. Il faut refaire des programmes extrêmement exigeants, des programmes par exemple chronologiques en histoire. Il faut apprendre l'histoire, véritablement savoir d'où l'on vient, où l'on va. Luc Ferry était directeur des programmes. Oui, mais il faut voir, il y a eu des gens remarquables hein, comme directeur des programmes qui ont été mis complètement à l'écart. Il faut absolument refaire les programmes, dire aux enseignants, dorénavant, vous apprendrez ça aux élèves. Donc ça, directive stricte. Et vous l'apprendrez comme ça. Voilà. C'est-à-dire que on arrête de divaguer sur l'apprentissage de la division comme une suite de soustraction infinie, etc. On apprend les 4 opérations de base au CP, on les apprend par cœur. Le par cœur est absolument essentiel. Et si vous croyez que ça entame votre être profond, c'est une idée absolument bizarre. Je rappelle une chose simplement, c'est que les gosses sont férus de classements sportifs. Oui. Ils adorent la compétition. Et les notes aussi, alors. Mais en classe, il est interdit de les mettre en compétition. Il faut refaire de la compétition. Imaginez des passerelles pour les passer d'un niveau à un autre, par matière peut-être, refaire complètement le système, arrêter de recruter des gens pour faire plaisir aux syndicats qui voient uniquement des billets d'adhésion en plus. Il faut recruter des gens bien formés. L'ancien recteur de Paris, Christophe Querrero, a mis sur pied des formations sur le modèle des classes prépa. Qui est venu ici, nous a dit ça. Eva, vous nous appelez de Béziers. Eva, dites-nous ce que vous ressentez quand vous écoutez Jean-Paul Brigelli. Alors, je suis entièrement d'accord avec lui et je ne comprends pas que on ne vous ait pas pris au ministère de l'Éducation nationale. Il a été consulté par des hommes d'État. Il a raison quand il dit le programme, il n'est pas là pour 5 ans. Parce que vous avez un Huluberlu qui arrive et qui va changer d'idée. Mais moi, j'ai l'impression que l'éducation qu'on donne à nos enfants, puisque mon fils avait 7 ans, et je l'ai suivi de sa première année de maternelle à 2 ans, j'ai été parent d'élève jusqu'au lycée. Et j'ai vu une évolution catastrophique. Une régression, donc une régression, oui. Ah oui, alors notamment du côté des profs submergés pour des raisons qu'on peut comprendre, les parents, la société qui a changé, les valeurs qui ont changé, les enfants qu'on écoute, et que les parents viennent embêter les instituts ou les professeurs. Il y a ça aussi. Et oui. Et moi, j'ai vécu avec mon fils. J'ai toujours dit à mon fils, parce que je suis de 65, j'ai eu la chance d'avoir des profs à l'ancienne. Et je peux vous dire, j'avais une prof de français en 5e, 4e. Vous rentriez en classe, on entendait les mouches voler. Il y a longtemps, hein. Oui, il y a longtemps. Mais le plus cancre de la classe. Ne bougez pas. Vous aviez les manches retroussées, elle vous disait tu vas faire la vaisselle. Mais je peux vous dire que cette phrase, je l'ai répétée à mon fils. Vous voyez, alors, l'éducation qu'on a reçue, ce qu'on a retiré de l'école, de notre enseignement et de certains profs, ça se transmet à nos enfants. Et j'ai toujours dit à mon gamin, je te préviens, si tu as une mauvaise note, c'est que tu l'as méritée parce que tu n'as pas travaillé. Par contre, si l'institut, le professeur se plaint de ta personne, je ne prendrai pas ta défense. J'irai voir le prof, on ira en discuter. Eh bien, c'est un témoignage assez rare et précieux. Évidemment, il va dans le sens que... Par contre, je suis allée au collège
rencontré un professeur de musique, une professeure, c'était son premier poste. Et mon fils était en 5e. Un gamin a fait rire toute la classe. Donc elle a mis 0 prochain contrôle à venir. Ainsi d'autorité. Merci Eva pour votre témoignage, parce que le temps nous manque. Jean-Paul Brigelli, on parle bien de méritocratie. Oui. C'est bien le fondement de l'école de la République, c'est la méritocratie et de la vie politique en général. Nous en parlons, mais l'institution a cessé d'en parler. C'est un très gros mot. Et pour avoir dit méritocratie, Pericle Legaz, vous êtes forcément fasciste. Eh bien écoutez, il faut assumer quelquefois. Nous le sommes l'un et l'autre. Donc il y a un certain nombre de fascistes dans ce pays, puisque nous croyons beaucoup à la méritocratie. Surtout, nous constatons, Jean-Paul Brigelli, depuis qu'elle n'est plus appliquée, ce pays va dans le mur à tous les niveaux, culturel, politique, social et bien sûr économique. Vous savez, quand on n'a plus les mots pour s'exprimer, on sort un couteau et on plante le copain, comme on l'a su, on le voit tout le temps. C'est typique. Lorsqu'on n'a plus que l'injure à la bouche, lorsqu'on n'a plus que l'arme à la main, c'est que on n'a plus les mots pour ça. Vous voulez dire que l'apocalypse scolaire conduit à la guerre civile, ou favorise la guerre civile? Favorise la guerre civile, et la guerre civile, on y va tout droit. On va quand même se battre, il reste encore des moyens de se battre, vous êtes bien d'accord? Il y a encore des enseignants qui sont à votre côté. Il y a des enseignants qui partagent mes idées, ils le disent pas tout haut souvent, parce que le système est absolument étouffant. On pense à eux. Mais je leur dis quand même à tous, alors, enseignants et non enseignants, par les temps qui courent, il faut beaucoup lire et en même temps faire de la musculation et s'entraîner à la course, parce qu'on va vers des temps troublés. Donc lecture et musculation, c'est-à-dire effort intellectuel et effort physique, une âme saine dans un corps sain. Par exemple. Écoutez, c'est une bonne définition. On va conclure là-dessus, on aura l'occasion de se revoir. Jean-Paul Brigelli, merci. Merci à vous. Merci d'être venu témoigner depuis Marseille. Et bon, j'aurais préféré que vous me disiez, il y a une lueur d'espoir. On fera encore quand même en sorte qu'on puisse un jour l'espérer. Merci, je vous dis à demain, de midi à 14h, et je vous laisse avec Brigitte Lahaye qui va partager avec vous des considérations moins angoissantes que celles de Jean-Paul Brigelli. À bien demain, merci. Sud Radio.